Les maires et les conseillers communaux sortants en fin de mandat sont maintenus provisoirement en activité jusqu'à l'élection de leur successeur, prévue cette année. C'est la réponse de la HCC à la demande d'avis formulée par Christian Tsaï. L'Assemblée nationale constitue un obstacle à la lutte contre la corruption et à la poursuite des hauts dirigeants impliqués dans des affaires douteuses, selon le président de la Haute Cour constitutionnelle. Dans l'actualité internationale, la mobilisation des agriculteurs français se poursuit jeudi 25 janvier avec une multiplication des blocages pour obtenir des réponses concrètes du gouvernement. Après les organisations représentatives, Gabriel Attal doit réunir les ministres de l'Agriculture, de la Transition écologique et de l'économie. De premières mesures devraient être annoncées en fin de cette semaine. Les maires et les conseillers communaux sortants en fin de mandat sont maintenus provisoirement en activité jusqu'à l'élection de leur successeur devant se tenir cette année. Telle est la réponse de la HCC à la demande d'avis formulée par Christian Tsaï. Les maires et les conseillers municipaux en fin de mandat continueront ainsi à exercer leurs attributions prévues de l'article 14 jusqu'à l'article 50 de la loi numéro 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d'élection ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes. Pour les cas de décès, d'absence et d'abandon de poste dûment constaté, de démission, de déchéance ou toute autre cause d'empêchement du maire en fin de son mandat dûment constaté, une délégation spéciale sera mise en place par voie réglementaire. Pour le président de la Haute Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale constitue un obstacle à la lutte contre la corruption et à la poursuite des hauts dirigeants impliqués dans des affaires douteuses. En dépit de ses 5 années d'existence, la Haute Cour de justice n'a jamais pu émettre de verdict portant sur les affaires de corruption impliquant des hauts fonctionnaires. Toutes les institutions engagées dans la lutte contre la corruption accomplissent leurs tâches. Cependant, en 5 ans d'existence, la Haute Cour de justice n'a même pas reçu un seul dossier. La lutte contre la corruption est entravée par le blocage des dossiers au sein de la commission juridique de l'Assemblée nationale. Lorsque les dossiers parviennent à l'Assemblée nationale, le quorum nécessaire pour prendre des décisions n'est jamais atteint. Et par conséquent, la Haute Cour de justice reste inactive. Il est important de rappeler que la mise en place de la Haute Cour de justice a été déjà compliquée, avec la destitution à 2 reprises d'un ancien président de la République. Maintenant que cette institution a enfin été établie, elle se retrouve impuissante parce que l'Assemblée nationale ne prend pas les mesures nécessaires. Des ministres, des premiers ministres et des hauts fonctionnaires doivent être jugés, mais cela ne se réalise pas en raison du blocage de leurs dossiers à l'Assemblée nationale. Rappelons que la HCJ a été créée en 2019 et ses membres ont prêté serment en 2020. À cette époque, le procureur de cette institution judiciaire a déclaré qu'ils avaient déjà examiné 15 dossiers. Rien que pour l'année 2019, nous avons reçu 15 dossiers, parmi lesquels 12 ont été jugés recevables. Ces dossiers ont été transmis à l'Assemblée nationale pour qu'elle prenne des décisions quant à la poursuite éventuelle de ces hauts fonctionnaires accusés de corruption. Les identités de ces individus ne peuvent être divulguées car elles sont confidentielles dans le cadre de l'enquête et les personnes concernées sont présumées innocentes jusqu'à preuve de contraire. Voilà, présumé innocent, ça Jusqu'à présent, aucun de ces dossiers n'a été renvoyé à la HCJ. Selon les députés de la commission juridique de l'Assemblée nationale, l'entrave à l'examen de ces dossiers ne relève pas de leur commission, mais du fait que cela n'a pas été inscrit à l'ordre du jour des réunions, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires de l'Assemblée. Février, conférence du président, Après la conférence des présidents, nous avons constaté que l'examen de ces dossiers n'était pas inclus dans l'ordre du jour.
Nous avons milité en faveur de leur ajout, mais à la fin de la réunion, la décision a été prise de ne pas les inclure pour favoriser l'apaisement dans le pays, comme l'a indiqué la présidente, et qu'il serait reporté à une date ultérieure. Nous ressentons de la honte face à cette situation. Notre commission a toujours déployé des efforts pour inscrire l'examen de ces dossiers à l'ordre du jour. La question qui se pose est pourquoi l'on poursuit des voleurs de biens moins signifiants, tels que des coques ou de la nourriture, tandis que ceux qui portent préjudice à notre pays ne sont pas poursuivis. On pourrait affirmer que l'Assemblée nationale est devenue un refuge. À en juger par la situation actuelle, je me suis même demandé pourquoi on ne supprimerait pas cette commission si elle n'est là que pour faire acte de présence. Ce n'est pas notre commission qui néglige ses responsabilités. Nous avons déjà pris certaines décisions. Le véritable problème réside dans la séance plénière de l'Assemblée nationale elle-même, elle qui fait obstacle à la Haute Cour de justice. Si vous avez une commission, vous avez une nationale. Vitanay nationale. Rehefa nisy ny karazana hoe fanapakevitra vitanay fa ny séance plénière no olana ao anatin'ity. Zany hoe ny Assemblée nationale misy ny sakana ny Haute Cour de justice. Le régime actuel ne cesse de clamer qu'il lutte contre la corruption. Les députés de l'IRD se vantent également d'être majoritaires à l'Assemblée nationale. Mais selon les explications, ils constituent les obstacles aux poursuites des hauts fonctionnaires impliqués dans des actes de corruption de haut niveau dans le pays. Ils agissent ainsi pour se mettre en avant afin de mieux tromper le peuple. Cela révèle la nature dictatoriale de ce régime où il dicte et décide quels individus doivent être poursuivis ou non par la loi. Le projet d'autoroute reliant Antananarivo à Thomas ne progresse plus au niveau du Fuktanyamboul dans la commune de Talatanfununj selon les habitants. D'après eux, la construction de cette autoroute est complètement suspendue depuis novembre 2023 malgré un paiement de 50 millions de dollars déjà effectué pour sa réalisation. Lors du passage de nos journalistes sur les lieux, le chantier était désert, les engins étaient à l'arrêt. De plus, les portions de route déjà construites ont été endommagées par les récentes fortes pluies. Les agriculteurs de la localité ont également déploré que les eaux de pluie avaient obstrué toutes les rizières à proximité de cette autoroute en construction. Jusqu'à présent, nous ignorons si le projet se poursuit, mais la construction est clairement à l'arrêt. Il n'y a plus de matériel sur les chantiers. Ce projet a des répercussions sur notre gain-pain. En particulier pour nous, les agriculteurs. Nous devrions recevoir des compensations pour les dommages causés à nos rizières. De plus, la compensation promise par le gouvernement aux habitants affectés par ce projet n'a toujours pas été débloquée. Bien que le début du paiement de ces sommes ait été annoncé pour décembre dernier, les fonds n'ont pas encore été versés jusqu'à aujourd'hui. Nos rizières et terres agraires ont été impactées. On nous avait assuré qu'une évaluation des dégâts serait effectuée et qu'une compensation serait versée, mais jusqu'à présent, aucune action concrète n'a été entreprise. Cela est resté à l'état de promesse. À ce jour, aucune compensation n'a été reçue, malgré des évaluations réalisées. Selon la loi, lorsque l'État requiert nos terres, nous devons les céder, mais en contrepartie, l'État doit verser une compensation. En tant que résident en milieu rural, dépendant de nos cultures, cette situation nous place dans une position difficile. Que pouvons-nous faire dans ces circonstances? Rappelons qu'Andrazuel avait, dès l'année 2021, annoncé la construction de cette première autoroute de Madagascar. Ainsi, le 3 novembre 2023, un accord de coopération a été signé entre le gouvernement malgache et la société égyptienne Samkret, qui est chargée de la construction. Le 3 décembre 2023, la première pierre du projet a été posée. Un an plus tard, en 2023, Andrazuel a promis que 80 km de cette route seraient achevés avant la fin de 2023 et que la totalité des 260 km le serait d'ici 4 ans. Il est à noter que le gouvernement a alloué 850 millions de dollars pour la réalisation de cet immense projet. Toutefois, 3 ans plus tard, ne présente aucune avancée et les problèmes des agriculteurs impactés n'ont toujours pas été résolus. Cela soulève la question de la transparence de la gestion de ce budget gouvernemental. Les observateurs de la vie nationale se demandent où est passé tout cet argent et appellent à une plus grande responsabilité de la part du gouvernement et des autorités concernées.
La route nationale numéro 6, reliant à Bande et à Tsui, est complètement coupée et hors d'usage à cause des pluies torrentielles. Sur les images relayées par les réseaux sociaux, la route s'est effondrée et une véritable fossé s'est creusée, empêchant toute circulation entre Bande et Atsui et vice-versa. Les véhicules en partance pour cette destination continuent à prendre le départ à la gare Maki à Dudapenak, mais les coopératives sont obligées à procéder à des transportements au niveau de la route coupée. Nous devons procéder au transbordement des passagers car les véhicules ne peuvent pas passer. Le transbordement ne concerne que les taxis brousses nationaux et non régionaux. Les passagers payent le tarif habituel au départ et c'est aux deux chauffeurs de s'arranger entre eux. L'horaire n'est pas fixe. Comme nous le savons, la route est mauvaise et parfois des camions bloquent la route. Cela crée des décalages entre les taxis brousses. En plus du mauvais état des routes, la durée du trajet pour rejoindre la région nord de Madagascar s'est rallongée. En saison de pluie, des précautions particulières et une grande vigilance sont primordiales afin d'éviter tout incident malheureux sur la route. D'après les explications des responsables des coopératives à Fasankaran. Lorsqu'il y a des pluies, il arrive que des portions de route soient inondées. Dans ce cas, les véhicules ont pour consigne de ne pas avancer et doivent attendre que l'eau se soit évaporée. Nous souhaitons encourager les passagers à ne pas influencer ou se laisser persuader par les chauffeurs qui, se croyant expérimentés sur la route, décident néanmoins de l'emprunter malgré l'eau. Si le véhicule venait à se renverser ou à tomber en panne dans l'eau, cela pourrait causer d'importants désagréments, d'autant plus que l'autre véhicule de transbordement serait encore loin. Les mauvaises routes et les routes coupées sont les problèmes vécus au quotidien durant la saison de pluie. D'après les usagers des routes nationales, c'est ce qui les a maintes fois motivés à lancer un appel aux autorités afin qu'elles se penchent de plus près sur la réhabilitation et l'entretien des routes. Mais il s'agit souvent d'appels sans réponse ou dont les réponses suscitent des interrogations vu les méthodes de travail utilisées selon les explications. Madagascar doit se préparer à négocier avec l'Union européenne afin d'aboutir à un consensus sur les nouvelles conditions requises pour les produits qu'elle importe. Des conditions qui auraient dû entrer en vigueur dès le 15 septembre 2023 pour des produits tels que la vanille et le cacao, mais elles ont été repoussées à janvier suite à des négociations. Le pays a donc eu jusqu'à ce mois de janvier pour présenter des arguments et proposer des solutions consensuelles. Le temps accordé touche à sa fin et le gouvernement doit se tenir prêt à faire face à cette situation. La date limite est fixée. Il est maintenant temps d'engager les discussions avec les responsables de l'Union européenne afin de leur expliquer la situation actuelle dans le pays. Nous croyons en leur compréhension, mais il est crucial de démontrer que des efforts ont été déployés pour respecter leurs normes. Ce type de négociation est complexe, mais ils ont accordé un délai et nous devons nous y conformer. Les zones de culture de produits à importer est vaste et le changement de mentalité nécessaire ne concerne pas seulement une ou deux personnes. Cela représente un travail considérable qui ne peut être accompli en 2 ou 3 mois. Les opérateurs économiques ont souligné que le problème des relations avec le marché européen pourrait s'aggraver si le gouvernement malgache tarde dans les négociations. Pour la vanille, en particulier, on estime que 60% des produits pourraient ne pas être exportables vers l'Union européenne en raison de leur teneur élevée en nicotine, qui doit être réduite conformément aux nouvelles conditions. En plus des mesures à court terme pour convaincre l'Union européenne, il est impératif de travailler ensemble sur des solutions à long terme. Nous avons constamment réagi plutôt qu'anticipé, ce qui a contribué à nos problèmes actuels de qualité des produits, les perturbations climatiques, les altérations généralisées et les changements de comportement sont des facteurs responsables de ces problèmes. Il est impératif de prendre des mesures pour y faire face. C'est pourquoi il est nécessaire d'instaurer un territoire agricole durable, en commençant par l'éducation des citoyens, afin de les sensibiliser à ne pas détruire l'environnement, à ne pas favoriser la propagation des sachets plastiques qui entraînent la pollution, ainsi qu'à limiter les émissions de fumée.
Ces actions nuisibles à l'environnement ont des répercussions sur nos produits et mettent en péril notre position sur le marché européen. Les propositions des dirigeants qui seront présentées lors des négociations avec l'Union européenne sont ainsi attendues. Les suggestions des pays africains concernés par ces nouvelles mesures de produits importés seront examinées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour la protection de leurs consommateurs. Le Parlement européen prendra ensuite sa décision. Pèlerin d'espérance. C'est sous ce thème choisi par le pape François que sera célébré en 2025 le jubilé international de l'Église catholique. Cette devise a été retenue afin de raviver l'espoir et la confiance au sein de l'humanité suite à la grande épreuve de la pandémie de Covid-19 ainsi que face aux souffrances de nombreuses personnes à travers le monde, surtout à Madagascar où la pauvreté, la violence et la corruption sont de plus en plus intenses. La pauvreté a augmenté et nous sommes conscients que de nombreux parents éprouvent d'énormes difficultés pour assurer la scolarisation de leurs enfants. Beaucoup d'enfants et de jeunes aspirent à poursuivre leurs études, mais sont contraints d'arrêter en raison de ces défis financiers. Les citoyens rencontrent également des difficultés en matière de santé. Le pouvoir d'achat ne couvre ni les frais de scolarité, ni les soins médicaux. La population vit dans un climat d'instabilité, marqué par une hausse de la violence et de la corruption. C'est ainsi que pour l'année de jubilé, le pape François a choisi d'adopter le thème « Pèlerin d'espérance ». Rappelons que le pape Boniface VIII a institué la célébration de l'année jubilaire, également connue sous le nom d'année sainte, pour la première fois en l'an 1300, avec une périodicité de 100 ans. En 1343, le pape Clément VI a réduit cette période à 50 ans. Par la suite, le pape Paul II a fixé la célébration à tous les 25 ans en 1470. L'année 1475 a marqué la première célébration jubilaire suivant cette périodicité et l'année 1750 fut la dernière à se dérouler tous les 50 ans. Le pape souligne l'importance du jubilé dans la vie de l'Église. Il nécessite une préparation de 2 ans au cours desquels les catholiques du monde entier participent. Les années 2023 et 2024 ont été consacrées par le pape pour la préparation à cette grande célébration afin qu'elle puisse apporter des changements positifs pour l'Église et le monde entier. L'année 2023 a été spécialement dédiée au Concile. Les enseignements du Deuxième Concile du Vatican revêtent une importance majeure pour l'Église catholique. Beaucoup de croyants ne sont pas familiers avec ces enseignements et le pape a encouragé leur étude. Bien que l'année 2023 soit désormais terminée, l'étude et l'approfondissement du Concile se poursuivent. L'année 2024 est déclarée comme l'année de la prière, où le pape encourage tous les fidèles à prier et à se tourner vers Dieu pour renforcer l'espérance. L'objectif est que cette grande célébration apporte des résultats significatifs dans la vie de chacun. Le Saint-Pierre a initié l'année de la prière le dimanche 21 janvier dernier. Le 9 mai 2024, le pape publiera le document officiel détaillant les instructions et les orientations concernant la célébration de l'année jubilaire. Le 24 décembre 2024, le pape ouvrira la sainte porte de la basilique Saint-Pierre de Rome, marquant ainsi le début de l'année jubilaire. Parmi les reproches faits à l'agriculture, la pollution des sols. Les autorités ont mis en place des plans pour limiter l'usage des pesticides, mais cela reste insuffisant pour les associations. Ça reste toujours très très haut, ça reste même à un niveau supérieur à 2008 qui est le début du plan Ecophyto. Donc ce plan Ecophyto censé réduire l'usage de pesticides, en fait il n'a pas produit les effets escomptés, et loin de là, puisqu'il y a même une commission d'enquête parlementaire qui vient de faire un rapport sur le sujet et qui a un rapport assez sévère, même très sévère, sur l'inefficacité de ce plan. Les agriculteurs, eux, expliquent ne pas avoir d'alternative. L'Europe a d'ailleurs autorisé l'utilisation du glyphosate jusqu'en 2033. Autre critique, l'utilisation du gazole non routier. Moins polluant certes que le fioul classique,
Mais des alternatives vertes existent, selon ce chercheur. Des carburants à base d'huile de soja, d'huile de colza, pour beaucoup encore d'huile de tournesol. La principale problématique ici, c'est que ce sont des huiles en concurrence avec les usages alimentaires. Dernier point noir, la pollution générée par l'élevage, responsable de 12% des émissions de gaz à effet de serre causées par l'homme.